alaikum wa rahmatullah. Bienvenue mes chers élèves. Aujourd'hui, on va commencer par une nouvelle unité 4 dans votre livre qui concerne la mécanique, avec le chapitre 14, description du mouvement, partie 1. À la fin de ce chapitre, vous serez capable de expliquer la relativité du repos et du mouvement, déterminer les caractéristiques du vecteur position d'un objet, distinguer entre la vitesse moyenne et la vitesse instantanée d'un corps en mouvement, décrire le principe du fonctionnement de la table à coussin d'air, déterminer la vitesse instantanée d'un corps en mouvement, définir et déterminer l'accélération moyenne et l'accélération instantanée d'un corps en mouvement. Dans cette vidéo, on va expliquer seulement les 3 premiers objectifs. Tout d'abord, commençons par une introduction sur cette nouvelle unité. Le monde qui nous entoure est plein de corps en mouvement. La mécanique classique est une branche de la physique qui étudie le mouvement des corps sous l'action des forces et sert à établir les lois qui régissent ces mouvements. Dans cette année, on s'intéresse à étudier les 2 branches principales de la mécanique, la cinématique et la dynamique. La cinématique, c'est la branche qui étudie les propriétés du mouvement d'un corps, sa position, sa vitesse, son accélération, sans intéresser aux causes et qui sera étudiée dans les chapitres 14 et 15. La dynamique, c'est la branche qui étudie les forces et ses effets sur le mouvement du corps et qui sera étudiée dans les chapitres 16 et 17. Relativité du repos et du mouvement. Pendant que vous êtes maintenant assis à votre place en train de regarder cette vidéo, vous êtes au repos par rapport à la chaise, mais vous vous déplacez à une vitesse de 30 km/h autour du Soleil. Donc, on dit que le mouvement est relatif. En fait, un objet est dit en mouvement lorsque sa position varie au cours du temps par rapport à un référentiel choisi. S'il y a un changement de la position par rapport au référentiel choisi, alors le corps est dit en mouvement. Et s'il n'y a pas un changement de sa position par rapport à ce référentiel, alors le corps est dit au repos. Dans le premier cas, le référentiel choisi est la chaise et la position du garçon ne change pas par rapport à la chaise, alors on dit que le garçon est au repos par rapport à la chaise. Tandis que, dans le deuxième cas, le soleil est le référentiel choisi. Alors, le garçon qui se trouve sur la terre est en mouvement par rapport au soleil car sa position varie par rapport au soleil au cours du temps. Tout objet en mouvement suit une certaine trajectoire. Mais qu'est-ce qu'une trajectoire? C'est l'ensemble des positions occupées par l'objet durant son mouvement ou bien le chemin suivi par l'objet. Elle peut être une ligne droite et le mouvement est dit rectiligne, une courbe où le mouvement est dit curviligne ou un cercle où le mouvement est dit circulaire. Cette année, on s'intéresse seulement au mouvement rectiligne où la trajectoire est une ligne droite. Revenons maintenant à la définition du mouvement. On s'arrête aux 2 termes position et temps. Et comment on traite chacun d'eux? D'abord, comment peut-on déterminer la position d'un objet? Considérons la balle A qui se trouve à 3 mètres d'un trou, tandis que la balle B se trouve à 2 mètres de ce trou. La distance peut exprimer la position, mais est-ce que cette description est suffisante? Voyons la boule C qui se trouve encore à 2 mètres du trou. Peut-on dire que B et C ont la même position par rapport au trou? Bien sûr non. Alors, pour déterminer la position d'un objet par rapport à un référentiel, nous devons parler à la fois de la distance et de la direction et sens. Nous avons donc besoin de déterminer la position comme un vecteur. Pour cela, on a besoin d'un repère d'espace qui est formé d'une origine et d'un ensemble des axes. Dans le cas du mouvement rectiligne, un seul axe est suffisant, tel que chaque axe est caractérisé par un vecteur unitaire qui détermine le sens positif de l'axe. En plus, la longueur du vecteur unitaire définit une unité de cet axe. Par conséquent, un repère d'espace est un système dans lequel toutes les positions peuvent être déterminées précisément. Maintenant, pour définir le vecteur position, on considère une particule m qui se déplace le long de l'axe des x. La position de la particule m à un instant t peut être déterminée par un vecteur noté r égale OM vecteur égale à xi, tel que x c'est l'abscisse du point m et i c'est le vecteur unitaire de l'axe.
Alors, le vecteur position dans le système OI a les caractéristiques suivantes. L'origine, c'est le point O. La ligne d'action, c'est la ligne portant en M. Dans notre cas, c'est l'axe des X. Le sens de O à M. Le module qui est la norme du vecteur OM calculé par la valeur absolue de XM moins XO. Et en d'autres termes, c'est la distance entre O et M. Maintenant, soit les trois balles A, B et C, laissons-nous écrire les expressions des vecteurs position de ces balles et les représenter sur l'axe de mouvement. Le vecteur position de la balle A est écrit sous forme de RA égale au vecteur OA égale à XAI où XA c'est l'abscisse de A. Alors, OA égale à 3i et par suite, on représente le vecteur position de la balle A de l'origine vers A en prenant 3 unités dans le sens positif de l'axe des X. De même, le vecteur position de la balle B est RB égale OB égale à XBI égale à 2i et il est représenté par le vecteur OB. Et celui de la balle C est RC égale OC égale à XCI et faites attention ici que l'abscisse de C est négative. Alors on écrit OC égale moins 2i. Et dans ce cas, le vecteur position de C est représenté en prenant 2 unités mais dans le sens opposé du sens positif choisi de l'axe des. Passons maintenant à un autre référentiel important dans la description du mouvement d'un objet, qui est le référentiel temporel, qui nous permet toujours l'instant t auquel un événement a lieu par rapport à un certain origine de temps, souvent noté t0 égale à 0. Par exemple, lorsque nous disons que nous sommes en 2021, alors l'origine du temps est considérée comme la naissance du prophète Jésus-Christ. Mais quand nous disons que nous sommes en 1442, alors l'origine du temps est considérée comme la migration du prophète Mohammed. La référence temporelle est généralement prise comme t0 égale à 0 et qui est l'instant auquel on commence l'étude du mouvement d'un corps et pas nécessairement l'instant du départ du mouvement. Alors, le temps est exprimé soit comme un instant, soit comme une durée. L'instant, c'est le moment où l'événement se produit et il est déterminé par rapport à un certain temps initial t0 et il est indiqué à l'aide d'une montre. Alors que la durée, c'est l'intervalle de temps mis par l'événement de son départ à sa fin, noté par delta t, qui est égal à la différence entre deux instants, fin et départ. Alors delta t égale à t fin moins t départ ou t2 moins t1 et peut être mesuré à l'aide d'un chronomètre. Application 1. Une particule M est en mouvement rectiligne sur l'axe des X. La figure montre les positions de M notées par M0, M1, M2, M3 et M4 aux instants T0 égale 0 secondes, T1 égale à 2 secondes, T2 égale à 4 secondes, T3 et T4 respectivement. Notons que souvent, l'indice écrit à côté de M revient à l'instant considéré. Par exemple, quand on écrit M0, cela signifie la position de M à l'instant T0. M1, c'est la position de M à l'instant T1. Partie 1. Écrire les expressions des vecteurs position R0, R3 et R4 de la particule M aux instants T0, T3 et T4 respectivement. En se référant à la figure, on a R0 égale à OM0 vecteur. On lit alors l'abscisse de M0 sur l'axe et on trouve que OM0 égale à 12i. Et n'oublions pas d'écrire le vecteur unitaire i. R3 égale au M3 vecteur. Mais puisque la position M3 est confondue avec l'origine O, alors X3 égale à 0 et par suite R3 égale à 0 vecteur. R4 égale au M4 vecteur égale à X4i égale à moins 8i. Partie 2. Caractériser et représenter le vecteur position de M aux instants T1 et T4. Premièrement, commençons par l'instant T1, alors on va représenter le vecteur position en M1 ayant les caractéristiques suivantes. L'origine O, la ligne d'action c'est la ligne qui porte en M, qui est l'axe des X,
le sens de O vers M1, le module qui est la norme du vecteur OM1, qui est la distance séparant M de O, est égal à la valeur absolue de XM1 moins XO, égale à 10 mètres. Et on représente alors le vecteur OM1 sur l'axe de X de O vers M1. Maintenant, pour le vecteur position OM4 à l'instant T4, les caractéristiques sont l'origine O, la ligne d'action c'est l'axe des X, le sens de O vers M4 et le module, la distance entre O et M4 équivaut aux normes du vecteur OM4 et qui est égal à la valeur absolue XM4 moins XO égale à moins 8 moins 0 égale à 8 mètres. Et vous pouvez voir ici tout simplement cette distance entre l'origine et la position M4 sur l'axe et 8 mètres et bien sûr, on lit toujours la distance comme une valeur positive. Et c'est le vecteur OM4. Partie 3, indiquez l'instant où la particule M atteint l'origine de l'axe des X. Quand la particule M passe par l'origine O de l'axe des X, elle sera dans la position M3. Et M3, c'est la position de M à l'instant T3. Alors M atteint l'origine O à l'instant T3 égale à 6 secondes. Partie 4. Calculez la distance parcourue par M entre les instants T0 et T4. La distance parcourue par M entre T0 et T4 est la distance M0, M4 qui est égale à la valeur absolue de XM4 moins XM0. XM4 c'est moins 8, XM0 c'est 12, alors moins 8 moins 12 qui nous donne 20 mètres. Dans la dernière partie, est-ce que M se déplace dans le sens positif ou négatif justifié? Remarquons dans la figure, on a M0, M1, M2, M3. Alors, au cours du temps, M se déplace dans le sens opposé à celui de sens positif choisi de l'axe des X. Alors, M se déplace dans le sens négatif. Et notons que, dans ce cas, l'abscisse de M diminue avec le temps. Alors, gardez dans votre esprit que lorsque l'abscisse diminue, cela nous indique que le corps se déplace dans le sens négatif de l'axe des X. Maintenant, passons au troisième objectif de notre leçon. Observez cette figure, vous remarquez tous cet indicateur dans la voiture. C'est le compteur de vitesse. Il indique la vitesse de la voiture durant son mouvement. Mais avez-vous remarqué l'unité affichée par celui-ci? C'est les kilomètres par heure. Quelle est la signification de cette unité? Considérons le cas où le compteur indique 165 km par heure. Cela signifie que lorsque la voiture se déplace à cette vitesse, elle parcourt 165 km pendant une heure. En analysant l'unité de la vitesse, le kilomètre par heure, on a le kilomètre est l'unité de la distance et l'heure est l'unité du temps. Alors la formule de vitesse sera V égale D divisé par delta T, où D est la distance parcourue pendant la durée delta T. Considérons cette voiture qui parcourt une distance AB égale à 5 km en 12 minutes. On peut alors calculer la vitesse de cette voiture en appliquant la formule de la vitesse V égale D sur delta T. Mais d'abord, rappelons-nous que chaque minute est égale à 60 secondes et chaque 1 heure est égale à 60 minutes et par suite à 3600 secondes. Maintenant, pour trouver la vitesse en km par heure, on doit premièrement convertir le temps en heure en divisant par 60. Alors, on obtient que V égale 5 divisé par 0,2 qui nous donne la vitesse 25 km par seconde. En fait, la vitesse donnée par le compteur de vitesse de la voiture n'indique pas 25 km par heure tout le temps, mais on trouve que les indications varient d'un instant à un autre selon le trafic. Mais que représente alors la vitesse 25 km par heure? C'est la vitesse moyenne de la voiture sur tout son trajet, qui est trouvée en divisant la distance totale parcourue le long du trajet par la durée totale de ce parcours. Alors que le compteur de vitesse affiche la vitesse de la voiture à chaque instant. C'est ce qu'on appelle la vitesse instantanée. Alors, comme conclusion, on parle d'une part de la vitesse moyenne d'un corps entre deux instants qui est donnée par la distance totale parcourue par ce corps entre ces deux instants divisée par la durée de ce parcours
et d'autre part de la vitesse instantanée qui est la vitesse d'un corps à un instant précis. Rappelons-nous que l'unité de la vitesse dans le système international est le mètre par seconde. Pour trouver la relation entre les deux unités km par heure et mètre par seconde, prenons 1 km par heure et convertissons d'abord km en mètres en multipliant par 1000 et l'heure en secondes en multipliant par 3600. On obtient alors que 1 km par heure égale à 1 sur 3,6 mètres par seconde. Alors, si on veut convertir de km par heure en mètres par seconde, on divise par 3,6. Chaque 1 mètre par seconde équivaut à 3,6 km par heure, alors de mètres par seconde en km par heure, on multiplie par 3,6. Passons maintenant à l'application 2. Un chauffeur quitte Tripoli à 8 heures, arrive à Beyrouth à 9h10, se repose pendant 50 minutes, puis continue vers Alay et l'atteint à 10h30. La vitesse moyenne de la voiture entre Tripoli et Beyrouth est de 66 km par heure, tandis que celle entre Beyrouth et Alay est de 15 mètres par seconde. Partie 1. Déterminer en heure la durée de tout le voyage. Pour simplifier le travail, laissons-nous représenter la chronologie des différents événements qui se déroulent avec le chauffeur. Premièrement, il quitte Tripoli à T0 égale 8 heures et arrive Beyrouth à T1 égale 9h10. Alors, la durée mise par le premier événement est delta T1 égale T1 moins T0 égale à 1h10 alors 70 minutes. Puis le chauffeur se repose pendant 50 minutes. Alors delta T2 égale à 50 minutes et cela signifie qu'il quitte Beyrouth à T2 égale à 10 heures et il atteint Alay à T final égale 10h30. Alors la durée mise par cet événement est delta T3 égale T final moins T2 égale à 30 minutes. Donc maintenant, la durée totale de tout le voyage est delta T égale à delta T1 plus delta T2 plus delta T3 égale à 150 minutes. En heure, delta T égale à 150 minutes divisé par 60. On obtient alors que la durée totale du voyage est 2,5 heures. Partie 2. Déterminer en kilomètres la distance totale parcourue par la voiture entre Tripoli et Alay. Demain, pour simplifier, on va travailler notre calcul en 3 étapes. La première étape est entre Tripoli et Beyrouth où on donne que la vitesse moyenne est 66 km par heure. Comme V moyenne égale à D divisé par delta T, alors D1 égale à V moyen 1 fois delta T1. Remplaçant chacun par sa valeur, on obtient que D1 égale à 77 km. Dans la deuxième étape où le chauffeur se repose, alors la voiture était au repos et par suite, la distance D2 égale à 0 km. Et dans la troisième étape, entre Beyrouth et Alay, où on donne que la vitesse moyenne est 15 mètres par seconde. Alors, D3 égale à V moyen 3 fois delta T3. Puisque la vitesse est en mètres par seconde et la durée delta T3 est en minutes, alors on convertit la durée en secondes en multipliant par 60 et on obtient que D égale à 27 000 mètres. En divisant par 1000 pour convertir de mètres en kilomètres, alors D3 égale à 27 km. Maintenant, la distance totale entre Tripoli et Alay est la somme de D1, D2 et D3 qui est 104 km. Dans la dernière partie, déduire la vitesse moyenne de tout le voyage et la exprimer dans l'unité du système international. On sait que la vitesse moyenne égale à la distance totale parcourue dans tout le voyage divisée par la durée totale prise par ce voyage. D'après la première et la deuxième partie, D total est 104 km, la durée totale est 2,5 km, alors on obtient que la vitesse moyenne est 41,6 km par heure. L'unité de la vitesse dans le système international est le mètre par seconde. Alors, pour convertir en mètres par seconde, on divise par 3,6 qui nous donne 11,55 mètres par seconde. Finalement, voici un résumé de cette vidéo. On a vu que le mouvement est relatif et que la trajectoire est le chemin suivi par l'objet durant son mouvement. On a défini le référentiel spatial et le référentiel temporel que nous avons besoin pour déterminer la position d'un corps, l'instant et la durée d'un événement.
On a appris que la position d'une particule est déterminée par un vecteur position noté R égale au M vecteur égal à xi dans un mouvement rectiligne et que ce vecteur est caractérisé par son origine O, sa ligne d'action qui est la ligne portant OM, son sens de O à M et son module, la norme du vecteur OM qui est égale à la distance entre O et M. Et à la fin, on a vu comment on peut calculer la vitesse moyenne en utilisant la formule V égale D sur delta T en kilomètres par heure et en mètres par seconde qui est l'unité de la vitesse dans le système international. Et c'est la fin de la partie 1 du chapitre 14. Merci pour votre attention et au revoir.